Soyons honnêtes une seconde. Vous avez déjà vécu ça. Vous lancez votre leurre préférée, vous l'animez parfaitement, et soudain, une ombre massive suit votre montage. Votre cœur s'emballe. C'est le grand brochet que vous attendez depuis des semaines. Mais à 1 mètre du bord, sans aucune raison apparente, il s'arrête net, fait demi-tour et disparaît dans les profondeurs. Frustrant, n'est-ce pas? Et si je vous disais que ce n'est ni la faute de votre leurre, ni la faute de votre animation, ni même la faute du vent? Et si le coupable était cette fameuse tresse soi-disant invisible que le vendeur vous a fait payer une petite fortune? Aujourd'hui, on va briser un énorme mythe. On va voir ensemble pourquoi, dès que l'eau s'éclaircit au mois de mai, votre tresse d'apparence magique devient un véritable panneau danger pour les brochets. Restez bien jusqu'à la fin, car la vérité risque de vous faire jeter vos vieilles habitudes à la poubelle. D'ailleurs, posez-vous la question. Êtes-vous vraiment sûr que votre montage est discret? Pour bien comprendre le problème, il faut se remettre dans le contexte particulier du mois de mai. C'est une période charnière. Les brochets ont terminé leur reproduction, ils ont faim, très faim même. Ils sont en pleine phase de récupération et cherchent des proies faciles. Sur le papier, c'est le moment rêvé pour enchaîner les touches. Mais il y a un détail crucial qui change tout par rapport à l'hiver. L'eau se réchauffe, les sédiments retombent au fond, et avant que les grandes proliférations d'algues n'envahissent tout, l'eau devient souvent d'une clarté absolue. On voit parfois le fond à plusieurs mètres de profondeur. C'est magnifique pour les yeux, mais c'est un cauchemar pour le pêcheur qui garde ses habitudes d'hiver. Pendant des années, on nous a appris qu'un bon vieux câble en acier ou une grosse tresse bien solide faisait l'affaire. C'est le fameux syndrome des méthodes de grand-père. On se dit que si ça marchait il y a 20 ans, ça marchera encore aujourd'hui. Mais la pression de pêche a augmenté, les poissons sont éduqués, et surtout, dans cette eau cristalline de printemps, la moindre anomalie visuelle prend des proportions énormes. C'est là que le piège de la tresse moderne se referme sur nous. Imaginez un peu la scène. Vous êtes dans le rayon de votre magasin de pêche préféré. Les murs sont remplis de bobines brillantes qui vous promettent monts et merveilles. Le vendeur s'approche avec un grand sourire et vous tend une boîte. Il vous jure que cette nouvelle tresse est une révolution absolue. Une tresse magique, soi-disant totalement invisible sous l'eau. Sur l'emballage, il y a des mots techniques compliqués, des pourcentages de furtivité, des promesses de discrétion totale. Et vous, comme beaucoup d'entre nous, vous vous laissez séduire. Vous payez cette petite fortune, 40 ou peut-être 50 €, pour quelques centaines de mètres. Vous rentrez chez vous, le cœur plein d'espoir. Vous prenez le temps de garnir votre moulinet avec un soin extrême, presque religieux. Vous regardez cette ligne fine, d'un vert olive parfait, ou peut-être d'un gris translucide, et vous vous dites que les brochets n'ont aucune chance. Vous êtes convaincu que votre montage est le piège parfait. Mais ce que vous ignorez à cet instant précis, c'est que cette même tresse, cette merveille technologique que vous venez d'acheter à prix d'or, va devenir votre pire ennemi. Car la réalité du terrain, surtout quand la nature se réveille et que les conditions changent drastiquement, est bien différente des belles histoires racontées sur du papier glacé. Le marketing a fait son travail, mais le brochet, lui, ne sait pas lire les étiquettes. Il ne juge que ce qu'il voit. Faisons maintenant un saut dans le temps. Nous sommes un beau matin de mai. Vous arrivez au bord de votre lac ou de votre rivière favorite. La brume se lève doucement, il n'y a pas un souffle de vent. La surface de l'eau est lisse comme un miroir. C'est le genre de matinée où l'on sent que tout est possible. Vous vous approchez de la berge et vous remarquez immédiatement quelque chose. L'eau est incroyablement claire. Contrairement au cru de l'hiver où l'eau ressemblait à du café au lait, aujourd'hui, vous pouvez compter les galets au fond à 3 mètres de profondeur. C'est un spectacle magnifique. Mais cette transparence absolue est un piège redoutable. Vous faites votre premier lancier avec confiance. Votre leurre atterrit discrètement. Vous commencez votre récupération. Vous vous dites que si vous voyez si bien sous l'eau, le brochet doit voir votre leurre de très loin. Et c'est exactement le cas. Mais il ne voit pas seulement votre leurre. Il voit absolument tout ce qui l'entoure. Et c'est là que votre sentiment de sécurité, basé sur les promesses de votre bobine des fils, commence à s'effriter.
car dans une eau aussi pure, la notion d'invisibilité n'existe pratiquement pas. Chaque objet étranger devient une tache dans un paysage parfait. Pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut se mettre un instant dans la tête, ou plutôt dans les yeux, d'un brochet. Ce poisson n'est pas un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire par hasard. Des millions d'années d'évolution en ont fait une machine de chasse parfaite. Sa vision est incroyablement développée, surtout pour détecter les contrastes et les mouvements. Contrairement à nous qui regardons l'eau depuis la surface avec des reflets plein les yeux, le brochet est dans son élément. Il capte la moindre variation de lumière. En hiver, dans une eau trouble, il chasse beaucoup avec sa ligne latérale, en ressentant les vibrations. Il est moins regardant sur les détails visuels, car sa vue est limitée à quelques dizaines de centimètres. Mais au mois de mai, quand l'eau s'éclaircit, sa vue redevient son sens principal. Il peut repérer une proie ou une anomalie à plusieurs mètres de distance. Si votre leurre lui semble appétissant, il va s'en approcher. Mais avant de déclencher son attaque fulgurante, il va scruter la cible. Et si son regard croise une longue ligne droite et non naturelle qui précède le leurre, son instinct de survie prendra immédiatement le dessus sur son estomac. Parlons un peu de la structure physique de votre ligne. Une tresse, par définition, c'est un assemblage de multiples fibres tressées entre elles. Que ce soit du 4 brins, du 8 brins ou même du 12 brins, le principe reste le même. Ce n'est pas un matériau lisse. Si vous regardez votre ligne à la loupe, vous verrez qu'elle ressemble à une corde d'escalade miniature. Et cette texture particulière a un défaut majeur sous l'eau. Elle emprisonne de minuscules bulles d'air entre ses mailles. Quand vous lancez et que votre fil perce la surface de l'eau, ces micro-bulles restent accrochées à la tresse. Dans une eau trouble, cela n'a aucune importance. La saleté ambiante masque ce phénomène. Mais dans l'eau claire du mois de mai, ces petites bulles d'air changent tout. Elles ne rendent pas le fil invisible, bien au contraire. Elles créent un micro-relief tout au long de votre ligne. Pour un prédateur visuel, ce n'est plus un fil fin. C'est un long chapelet de minuscules perles qui avancent dans l'eau. C'est une structure qui n'existe tout simplement pas dans la nature et qui hurle au danger pour tout poisson un minimum éduqué. Le rôle du soleil dans cette équation est absolument dévastateur. En mai, les journées rallongent, le soleil monte plus haut dans le ciel et ses rayons pénètrent profondément dans cette eau débarrassée de ses particules en suspension. Quand la lumière du soleil frappe directement votre tresse, c'est là que le cauchemar commence. Vous vous souvenez des micro-bulles d'air dont on vient de parler? Elles agissent comme des millions de petits prismes. Au lieu de traverser la ligne, la lumière s'y reflète. Votre tresse vert olive ou grise, qui paraissait si discrète dans votre salon, se transforme littéralement en un câble lumineux. Elle capte la lumière et la renvoie dans toutes les directions. Vous avez l'impression de pêcher finement, mais sous la surface, c'est comme si vous tiriez votre leurre avec une guirlande de Noël clignotante. Les brochets sont attirés par les flashs lumineux des écailles d'un poisson blessé, oui. Mais un trait de lumière continu, parfaitement droit, qui s'étend sur plusieurs mètres et qui file à une vitesse constante, c'est un signal d'alarme absolu. Le contraste avec l'environnement naturel est bien trop fort pour tromper un vieux brochet méfiant. Il y a un autre aspect que beaucoup de pêcheurs ignorent totalement, c'est le phénomène de vibration sonore de la tresse. On se concentre tellement sur le visuel qu'on en oublie la physique de l'eau. Une tresse mouillée, sous tension, n'est pas silencieuse. Quand vous la ramenez, surtout si vous pêchez avec des leurres qui tirent un peu, comme des gros crankbaits ou des spinnerbaits, la tresse fend l'eau. À cause de sa texture rugueuse, elle génère des fréquences, des micro-vibrations très spécifiques. Elle se met à chanter dans l'eau, un peu comme le vent qui siffle dans des fils électriques. C'est un son aigu, mécanique, constant. Le brochet, avec sa ligne latérale extrêmement sensible, capte ce son bien avant de voir la ligne. Il perçoit une dissonance. Il sent les grosses vibrations de la queue de votre leurre, qui imite bien un gros poisson malade, mais il entend aussi ce sifflement aigu totalement artificiel juste devant. Cette incohérence entre ce qu'il entend et ce qu'il est censé manger le met immédiatement sur ses gardes. L'illusion est brisée
avant même que le contact visuel ne soit établi. C'est exactement ce qui explique ce phénomène si frustrant du poisson suiveur. Vous connaissez cette situation. Vous êtes concentré, vous ramenez votre leurre près du bateau ou du bord. Soudain, une masse verte et tachetée apparaît derrière. Le brochet est là, à 50 cm de votre leurre. Il nage exactement à la même vitesse. Il observe. Il est très clairement intéressé par l'action de votre poisson nageur ou de votre leurre souple. Vous retenez votre souffle, vous attendez la frappe monumentale. Et puis, inexplicablement, il se tourne lentement sur le côté, donne un coup de queue paresseux et redescend vers le fond. Vous vous arrachez les cheveux. Pourquoi n'a-t-il pas pris? C'est simple. Il a suivi l'odeur, il a suivi la vibration du leurre. Mais en arrivant à bonne distance dans cette eau claire de printemps, ses yeux ont pris le relais. Il a vu la ligne de mire brillante, il a perçu le sifflement de la tresse. Il a compris que le petit repas facile était attaché à un piège. Le poisson ne vous a pas vu, vous. Il a vu votre système d'attache, et cela a suffi à le faire renoncer. Il est grand temps de briser certains mythes de grands-pères qui ont la vie dure. On entend souvent sur le bord de l'eau des phrases du genre « De mon temps, on pêchait au câble d'acier épais comme un doigt, et on prenait du poisson. » C'est tout à fait vrai. Mais le monde de la pêche a radicalement changé. Il y a 30 ans, les eaux n'étaient pas les mêmes, les écosystèmes fonctionnaient différemment, et surtout, la pression de pêche n'avait rien à voir. Les poissons voyaient beaucoup moins de l'air. Aujourd'hui, un brochet de belle taille, dans un plan d'eau public, a probablement déjà été piqué 1 ou 2 fois dans sa vie. Il a croisé des centaines de leurres différents. Il a appris de ses erreurs. Ce qui fonctionnait sur des poissons naïfs des années 80 ne fonctionne plus sur les poissons éduqués d'aujourd'hui. S'accrocher à l'idée que le fil n'a pas d'importance parce que le brochet est un poisson stupide et agressif est la meilleure façon de rater sa saison. Il faut accepter que nos adversaires à écailles s'adaptent à nous et que nous devons impérativement élever notre niveau d'exigence, surtout sur la discrétion de nos montages. Abordons maintenant un problème très concret lié à la fabrication même de vos fils. La décoloration. Quand vous achetez une belle tresse vert foncé, elle est magnifique sur la bobine. Le fabricant a utilisé des teintures spéciales pour lui donner cette couleur censée se fondre dans le paysage aquatique. Mais que se passe-t-il en réalité après quelques sorties de pêche? L'eau, le soleil, le frottement dans les anneaux de votre canne, tout cela attaque la teinture. Très rapidement, les premiers mètres de votre ligne, ceux qui sont justement les plus proches du poisson, perdent leur couleur. Votre belle tresse verte devient vert clair, puis grise, puis finira par devenir presque blanche. Et devinez quoi? Le blanc est la couleur la plus visible sous l'eau. C'est la couleur qui offre le contraste le plus violent avec le fond de l'eau, les herbiers naissants ou les bois morts. Vous pensez pêcher avec une ligne camouflée, alors qu'en réalité, vous tirez votre leurre avec un fil de coton d'un blanc éclatant. C'est une erreur classique que l'on commet tous par négligence, en repoussant le moment de couper les premiers mètres abîmés de notre bobine. Changeons encore une fois de point de vue et regardons la scène depuis le fond de l'eau en regardant vers le ciel. Un brochet en chasse est souvent posté près du fond ou caché dans une cassure, le regard tourné vers la surface pour repérer les proies qui passent au-dessus de lui. C'est un angle de vision très particulier. Quand il regarde vers le haut, il voit le ciel, qui est très lumineux. Tout objet qui passe entre lui et la surface crée une silhouette sombre par effet de contre-jour. Même si votre tresse est prétendument transparente ou de couleur claire, elle est opaque. La lumière ne la traverse pas complètement. Donc, pour le brochet qui regarde vers le haut, votre fil apparaît comme un long trait noir, très net, dessiné sur le fond clair de la surface de l'eau. Plus votre ligne est épaisse, plus ce trait noir est massif et évident. Dans ces conditions, la notion de couleur de la ligne n'a même plus d'importance. C'est l'opacité et l'épaisseur qui trahissent votre piège. C'est une réalité physique incontournable que le meilleur marketing du monde ne pourra jamais effacer. La psychologie du pêcheur est un sujet fascinant, surtout face à l'échec. Quand la journée est mauvaise, quand les touches sont inexistantes ou se soldent par des suivis sans attaque, on cherche toujours des excuses. On va dire que le vent vient de l'Est et que ce n'est pas bon.
On va blâmer la pleine lune ou la nouvelle lune. On va changer 15 fois de couleur de l'heure, passer du chartreuse au naturel, puis au rouge. On va modifier notre vitesse de récupération. Bref, on remet en question toute notre stratégie, sauf la seule chose qui relie le leurre à notre canne. On refuse obstinément de regarder cette ligne principale avec un œil critique. On s'est tellement convaincu qu'elle était parfaite lors de l'achat qu'on en fait un élément sacré, intouchable. C'est un biais psychologique très fort. Accepter que notre fil basique est le problème, c'est accepter que l'on a pêché de la mauvaise manière depuis des heures, voire des jours. Pourtant, c'est souvent la seule et unique raison pour laquelle les poissons se méfient de nos présentations minutieusement préparées. Il faut introduire ici le concept d'empreinte visuelle. Tout ce que vous mettez dans l'eau a une empreinte visuelle. Un gros leurre a une grosse empreinte, ce qui est normal s'il imite une grosse proie. Mais votre ligne, elle, devrait avoir l'empreinte la plus proche possible de zéro. Quand vous utilisez une tresse de fort diamètre, disons du 20 ou du 25 centièmes, pour être sûr de sortir un grand poisson, vous augmentez dramatiquement cette empreinte visuelle. Dans l'eau claire de mai, une tresse épaisse ne ressemble plus à un fil de pêche, elle ressemble à une corde de remorquage. Le ratio de taille entre votre leurre et votre fil devient choquant pour le poisson. Si vous présentez un petit leurre délicat au bout d'un câble épais, la supercherie est évidente. Le diamètre compte énormément quand la visibilité est parfaite. Plus c'est gros, plus ça pousse d'eau, plus ça fait d'ombre, et plus ça crée de micro-perturbations visuelles. Réduire le diamètre est une première piste, mais cela ne résout pas le problème inhérent à la texture de la tresse elle-même. C'est à ce moment précis que la magie du fluorocarbone entre en scène. Mais attention, on ne parle pas de faire un petit nœud avec un bout de 20 cm juste pour dire qu'on en a mis. Le fluorocarbone possède une caractéristique physique unique. Son indice de réfraction de la lumière est très proche de celui de l'eau. Cela signifie que la lumière le traverse sans presque se déformer ou se refléter, ce qui le rend réellement, et pas seulement sur le papier, presque invisible sous l'eau. De plus, il est parfaitement lisse. Il n'emprisonne pas de bulles d'air et il ne chante pas quand on le tire fort. Mais l'erreur fatale que font 90% des pêcheurs, c'est d'utiliser une pointe de fluorocarbone beaucoup trop courte. Ils attachent un morceau de 30 cm au bout de leur tresse. Le brochet voit le petit bout transparent, oui, mais il voit surtout l'énorme trait de tresse brillante juste derrière. Pour tromper un poisson méfiant en eau claire, 30 cm ne servent strictement à rien. C'est un emplâtre sur une jambe de bois. Les conditions spécifiques du mois de mai rendent cette erreur encore plus punitive. On l'a dit, l'eau est claire, mais il y a un autre détail. La végétation aquatique commence tout juste à pousser. Les grands herbiers qui serviront de cachette dense en été ne sont encore que de petites pousses au fond. Il n'y a donc pas de couverture naturelle pour masquer vos erreurs de montage. Le fond de l'eau est un terrain ouvert. Dans une forêt dense en été, votre tresse peut passer inaperçue parmi les tiges des nénuphars et les lianes d'algues. Le brochet est concentré à chercher sa proie dans le chaos végétal. Mais sur un fond propre de début de saison, votre montage est nu. Il est exposé à la vue de tous les prédateurs du coin. C'est la période la plus impitoyable de l'année pour les erreurs de discrétion. Chaque détail visuel est amplifié par l'absence d'obstacles visuels environnants. C'est pourquoi vous devez absolument adapter la conception de votre bas de ligne à cette clarté printanière, si vous voulez espérer déclencher des attaques franches. Imaginez la scène comme une pièce de théâtre muette entre votre leurre et votre ligne. Le leurre fait tout le travail d'acteur. Il ondule, il imite à la perfection un poisson blessé en détresse. Ses couleurs sont naturelles, ses yeux sont en 3 dimensions. C'est un chef-d'œuvre. Mais voilà, ce magnifique acteur est retenu par une énorme corde bien visible qui traverse toute la scène. C'est comme regarder un film d'action et voir clairement les câbles qui soutiennent les cascadeurs. La magie disparaît instantanément. L'illusion est rompue. Le brochet est le spectateur exigeant de cette pièce de théâtre. S'il perçoit l'incohérence entre la proie apparemment naturelle et la force artificielle qui la tracte de manière rigide, il ne paiera pas sa place. Ou plutôt, il ne donnera pas de coup de mâchoire.
C'est une question d'harmonie globale de votre présentation. Vous ne pouvez pas investir des dizaines d'euros dans des leurres ultra réalistes et ruiner tous vos efforts avec une connexion bâclée et voyante. Prenons l'exemple d'un cas d'école très fréquent. Vous êtes sur une belle après-midi ensoleillée. Le vent est tombé depuis quelques heures. L'eau s'est apaisée pour devenir parfaitement lisse. Il y a beaucoup de lumière. C'est le moment typique où les pêcheurs se relâchent, enlèvent la veste et profitent du paysage. Mais sous l'eau, ce sont les pires conditions possibles pour votre montage direct en tresse. Sans le clapot à la surface pour briser et disperser les rayons du soleil, la lumière entre de manière directe et crue dans l'eau. Votre tresse projette maintenant une ombre nette sur le fond. Elle flash au moindre rayon de soleil. C'est le moment de la journée où la discrétion doit être maximale. C'est souvent pendant ces heures de calme plat que les suivis se multiplient et que les refus sont les plus nombreux. Le poisson a tout le temps du monde pour analyser la situation. Si vous ne modifiez pas votre approche pour la rendre plus furtive à ce moment précis, vous allez passer à côté de votre journée de pêche. Alors, comment on répare cette énorme faille sans jeter nos bobines de tresse toutes neuves à la poubelle? La tresse reste indispensable pour ses qualités de lancer et sa sensibilité incroyable. La solution, c'est l'adaptation intelligente. Il faut créer une zone tampon de discrétion absolue entre le leurre et le fil principal. Oubliez vos minuscules bas de ligne de 50 cm. Quand l'eau est claire en mai, il faut être radical. La règle d'or, c'est de mettre un bas de ligne en fluorocarbone très long. On parle ici de 2 mètres, voire 2,50 m de fluorocarbone. Oui, vous avez bien entendu, plus de 2 mètres. De cette façon, quand le brochet suit votre leurre, son champ de vision est entièrement rempli par le fluorocarbone invisible. La tresse brillante est repoussée loin hors de sa zone d'attention immédiate. C'est un changement d'habitude qui peut paraître contraignant au début, mais les résultats au bord de l'eau vont vous bluffer dès les premiers lancers. Bien sûr, utiliser un long bas de ligne soulève la question redoutée du nœud de raccordement. Beaucoup de pêcheurs hésitent à utiliser des bas de ligne de plusieurs mètres parce qu'ils détestent entendre le nœud frotter dans les anneaux de leur canne lors du lancer. Et ils ont peur que ce nœud énorme ne ramasse des débris. C'est une crainte légitime. Si vous faites un nœud monstrueux, épais et mal coupé, il deviendra lui-même une alerte visuelle et sonore pour le poisson. Il va ramasser les algues en suspension et créer une grosse boule verte disgracieuse devant votre leurre. La discrétion sera anéantie. Il est donc impératif de maîtriser des nœuds de raccordement fluides et profilés, comme le fameux nœud FG ou le nœud Pexet. Ces nœuds glissent parfaitement dans les anneaux et sont presque invisibles dans l'eau. Prendre le temps d'apprendre à faire un nœud parfait à la maison, devant son canapé, c'est souvent ce qui fera la différence entre une bredouille et le poisson de votre vie une fois sur l'eau. Il y a une habitude vitale que tout bon pêcheur devrait prendre en arrivant sur son spot de pêche. Avant même de préparer votre canne, avant même de choisir votre leurre, prenez 1 minute pour lire l'eau. Observez la clarté. Plongez le sillon de votre canne dans l'eau pour évaluer la visibilité. Si vous voyez très nettement votre sillon à 1 mètre de profondeur, dites-vous que le brochet, lui, voit à 3 mètres sans problème. Ce simple constat doit dicter toute votre stratégie de montage de la journée. Le pêcheur qui réussit régulièrement n'est pas celui qui a le matériel le plus cher, c'est celui qui s'adapte le plus vite aux conditions du moment. Il sait que son montage agressif de l'hiver en eau trouble ne fonctionnera pas dans cette eau de source printanière. Il accepte de modifier ses plans, de rallonger son bas de ligne, d'affiner ses présentations. C'est cette lecture de l'eau et cette remise en question permanente qui différencie le pêcheur chanceux du véritable technicien de la pêche au leurre. En fin de compte, comprendre le comportement de votre tresse dans l'eau claire, c'est comprendre que la pêche est une affaire de détails invisibles. On est souvent omnibulé par la couleur ou la forme du leurre, parce que c'est ce que nos yeux humains aiment regarder. Mais le poisson, lui, juge l'ensemble du tableau. Il ne fait pas de sentiment. Si un détail cloche, il passe son chemin. Accepter que notre fil principal puisse être une source de méfiance, c'est franchir un cap énorme dans notre progression de pêcheur.
Cela demande de mettre son ego de côté, d'arrêter de croire aveuglément les promesses marketing inscrites sur les boîtes et de revenir à la physique de base de notre environnement de jeu. C'est parfois dur d'admettre qu'on a fait fuir des poissons pendant des années à cause d'un détail de montage. Mais une fois cette erreur corrigée, quand vous verrez vos leurres engloutis sans aucune hésitation par des poissons méfiants, vous ne regarderez plus jamais votre ligne de la même manière. Pour résumer, ce qu'il faut retenir absolument aujourd'hui, c'est que l'invisibilité totale de la tresse est un mythe marketing. Au mois de mai, quand l'eau devient d'une clarté redoutable, ces microbulles d'air, ces reflets lumineux sous le soleil et ces vibrations sont de véritables signaux d'alarme pour les brochets. Le moment de vérité, la vraie révélation, c'est de comprendre que ce n'est pas votre animation qui pose problème, mais bien le contraste violent de votre ligne dans un environnement clair. Remplacer votre petit morceau de fil par un bas de ligne en fluorocarbone de plus de 2 mètres n'est pas un caprice. C'est une nécessité vitale pour tromper la méfiance des grands prédateurs. Ce simple changement de montage va radicalement modifier votre approche et transformer ces fameux suivis frustrants en attaques franches et brutales. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, ou si vous avez enfin compris pourquoi vous ratiez tant de touches le mois dernier, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vérité sans filtre. Lâchez un énorme pouce bleu pour soutenir notre travail et dites-moi dans les commentaires, quelle est la longueur exacte du bas de ligne que vous utilisez en ce moment pour le brochet? Soyez honnête, on en débat juste en bas.